Ma famille a donné ma place à la femme de mon frère, disant « Tu n'es plus chez toi ici ». J'allais partir, quand papy m'a rappelé avec ces mots « En réalité, c'est elle la propriétaire de cette maison. Je m'appelle Chloé, j'ai 28 ans, et je n'aurais jamais pensé qu'un jour, je me sentirais comme une parfaite étrangère dans la maison de mon enfance, ce sanctuaire de pierre niché au cœur des vignobles qui ondulent aux portes de Lyon. Ce soir-là, ma famille m'a servi ma leçon la plus amère, non pas dans une assiette, mais avec des mots plus tranchants que n'importe quel couteau. Attablée pour le dîner dominical, ma place, celle que j'occupais depuis toujours à la droite de mon père, a été offerte, sans un mot d'explication, à la nouvelle femme de mon frère. Ma mère, Hélène, m'a regardé droit dans les yeux, son visage un masque d'indifférence polie, et a prononcé la sentence « Tu n'es plus chez toi ici ». J'allais partir, le cœur en miettes, la gorge nouée par une humiliation silencieuse, quand mon grand-père, mon papy Henri, m'a rappelé d'une voix forte, des mots qui ont fait trembler les murs de notre maison et les fondations de notre famille. En réalité, c'est elle la propriétaire de cette maison. Si vous regardez cette vidéo, j'aimerais beaucoup savoir de quelle ville ou de quel pays vous venez. Dites-moi aussi quelle heure il est chez vous en ce moment, juste pour me sentir un peu plus proche de vous. Prenez une petite seconde pour cliquer sur « J'aime » et vous abonner avant que je vous raconte toute l'histoire, car ce qui s'est passé ce soir-là n'était que le sommet de l'iceberg. L'explosion d'un secret de famille, gardé pendant des années, a redéfini qui nous étions et a changé nos vies pour toujours. La maison où j'ai grandi n'était pas une simple bâtisse. C'était une âme. Une vieille ferme en pierre que papy Henri avait achetée pour une bouchée de pain après la guerre et qu'il avait transformée de ses propres mains. Chaque pierre, chaque poutre, chaque tuile semblait raconter une histoire. Il l'avait agrandie au fil des naissances, ajoutant une aile par-ci, une véranda par-là, transformant ce qui était une modeste exploitation en un foyer chaleureux et tentaculaire. Chaque recoin de cette maison était imprégné de nos souvenirs. Il y avait les marques de notre croissance, que papy gravait au crayon sur le montant de la porte de la cuisine, chaque trait accompagné d'une date et d'un éclat de rire. Il y avait la cabane secrète que mon petit frère, Lucas, et moi avions construite sous le grand escalier en chêne, un refuge où nous cachions nos trésors, des billes, des images Panini et des rêves d'aventure. Lucas. Il a 3 ans de moins que moi, mais pendant toute notre enfance, il a été mon ombre, mon complice, mon meilleur ami. Je le revois encore, avec ses cheveux blonds en bataille et ses genoux toujours écorchés, assis dans son petit chariot rouge que je tirais à travers les rangs de vignes, prétendant que nous étions des explorateurs découvrant un nouveau monde. C'est moi qui lui ai appris à faire du vélo, dans la longue allée gravillonnée qui menait à la route. Je me souviens de ses chutes, de ses larmes, et de la fierté dans ses yeux quand il a enfin réussi à pédaler sans les petits trous. C'est moi qui le défendais contre les plus grands à l'école, qui n'hésitait pas à rendre un coup de poing si on osait se moquer de lui. Notre complicité était une évidence pour tout le monde. Nous passions nos étés à construire des barrages dans le petit ruisseau au fond du jardin, et nos hivers à bâtir des forteresses de neige. Je me souviens d'une soirée d'été particulièrement chaude. Nous avions attrapé des dizaines de lucioles dans un bocal. Assis dans l'herbe, dans le silence de la nuit seulement troublé par le chant des grillons, nous regardions la lumière clignotante de notre petite galaxie personnelle. Avant de rentrer, je l'ai convaincu de toutes les relâcher. Elles ont une famille qui les attend, lui avais-je dit très sérieusement. Il avait ouvert le bocal sans discuter, et nous avions regardé les petites lumières s'envoler et se disperser dans l'obscurité. Ce soir-là, nous étions unis par un secret, une magie que nous étions les seuls à partager. Mais en grandissant, la magie s'est dissipée. Un fossé s'est creusé entre nous, si lentement que je ne l'ai pas vu venir. Comment un lien si fort, tissé de rires et de secrets partagés, a-t-il pu se briser à ce point? La réponse, je l'ai comprise bien plus tard, et elle était bien plus complexe et douloureuse que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Pour comprendre la fracture, il faut comprendre la faille originelle, mes parents. Mon père, Bernard, est un notaire respecté à Lyon. C'est un homme pétri de certitude, pour qui la tradition, la réputation et la lignée sont les piliers de l'existence. Ma mère, Hélène, est son parfait complément, une femme élégante et sociable qui orchestre notre vie de famille comme on organise une réception. Tout doit être impeccable en surface. L'affection chez eux n'a jamais été une démonstration, mais une attente de conformité. Ils n'attendaient pas de nous que nous soyons heureux, mais que nous soyons une source de fierté.
Et dans cette quête de fierté, les règles n'étaient pas les mêmes pour Lucas et moi. Le double standard était le poison quotidien de mon adolescence. Un 18 sur 20 en philosophie était accueilli par un froncement de sourcils de mon père. Un 18, Chloé? C'est bien, mais qu'est-ce qui t'a manqué pour avoir 20? Tu dois toujours viser l'excellence. Pendant ce temps, Lucas, qui excellait surtout sur les terrains de rugby, pouvait ramener un 12 en mathématiques et être couvert d'éloges. Bravo, mon fils. C'est remarquable d'arriver à maintenir un tel niveau scolaire tout en étant capitaine de ton équipe. Tu as le sens des priorités. J'avais l'impression de devoir escalader une montagne à mains nues, alors que pour lui, on déroulait le tapis rouge. Les tâches ménagères étaient un autre exemple. Si j'oubliais de vider le lave-vaisselle, ma mère me faisait une leçon sur la responsabilité et le rôle d'une future femme au foyer. Si Lucas laissait traîner ses affaires de sport sales dans l'entrée pendant 3 jours, elle soupirait en les ramassant. Le pauvre, il doit être épuisé après son entraînement. Ma mère était particulièrement douée pour me réduire au silence. Lors des dîners avec les amis et les relations de mon père, si j'osais participer à une conversation sur l'actualité, elle me coupait la parole avec un sourire pincé. Chloé, ma chérie, laissons les hommes parler de ces choses sérieuses. Raconte-nous plutôt tes projets pour le week-end. Mais quand Lucas, 5 minutes plus tard, sortait une banalité sur le même sujet, elle le regardait avec des yeux brillants de fierté. Écoutez-le, il s'intéresse à tout. Il a déjà l'étoffe d'un homme du monde. À 18 ans, je n'en pouvais plus. J'étouffais sous le poids de leurs attentes et de leurs contradictions. J'ai postulé à la Sorbonne à Paris, non seulement pour la qualité de l'enseignement, mais pour la distance. J'avais besoin de 500 kilomètres entre eux et moi pour pouvoir respirer. Le jour de mon départ, ma mère a arrangé un pli de mon chemisier en me disant « Faites attention à toi. Paris est une ville pleine de dangers pour une jeune fille seule. » Ce n'était pas de l'inquiétude, c'était un dernier avertissement. Le monde extérieur était hostile, et mon seul salut était de rester dans le chemin qu'ils avaient tracé pour moi. Paris a été une libération. J'ai découvert que je pouvais parler, débattre, avoir des opinions, et que non seulement les gens m'écoutaient, mais ils appréciaient ce que j'avais à dire. J'ai excellé dans mes études de droit de l'environnement, une voie qui semblait absurde à mon père mais qui, pour moi, avait un sens profond. J'ai trouvé un travail dans un cabinet prestigieux, je me suis battue, j'ai gravi les échelons. Avec mes propres économies, j'ai acheté un petit 2 pièces dans le 11e arrondissement. C'était petit, ce n'était pas grand-chose comparé à la vaste maison de Lyon, mais c'était à moi. Chaque mètre carré était le fruit de mon travail et de mon indépendance. Mais pour ma famille, cette indépendance était une trahison. Chaque visite à Lyon était un rappel de l'échec que je représentais à leurs yeux. Le droit de l'environnement, ricanait mon père. Tu passes tes journées à sauver des grenouilles? Pendant ce temps, ton frère prépare sa succession à l'étude. Ça, c'est un vrai projet d'avenir. Le seul qui m'offrait une bouffée d'oxygène était Papy Henri. Après la mort de ma grand-mère Élise, il avait choisi de s'installer dans la petite maison d'amis au fond du jardin. Trop de fantômes dans la grande maison, disait-il. Lors de mes visites, il me prenait toujours à part, nous nous asseyions sur le banc face aux vignes. Alors, ma petite avocate, raconte-moi. Tu as encore fait trembler une de ces grosses boîtes qui polluent tout? Il m'écoutait vraiment. Ta grand-mère Élise, elle aurait adoré ce que tu fais. Elle aussi, elle avait un sacré caractère. Elle n'aimait pas qu'on lui dicte sa conduite. Ces moments avec lui étaient ma seule ancre dans ce foyer qui m'était devenu si étranger. Je ne savais pas encore que ma grand-mère, même par-delà la mort, veillait encore sur moi. Le jour où Lucas nous a présenté Sophie, j'ai tout de suite compris qu'elle était la pièce manquante du puzzle familial parfait de mes parents. Sophie était tout ce que je n'étais pas, et tout ce qu'ils avaient toujours voulu que je sois. Elle était originaire de la région, fille d'un riche industriel avec qui mon père rêvait de faire des affaires. Elle était belle d'une beauté classique et discrète, toujours impeccablement habillée, et elle avait l'art de dire exactement ce que les gens voulaient entendre. Dès notre première rencontre, j'ai senti le danger. Elle est arrivée avec une tarte aux pommes maison, sa recette secrète de grand-mère. Ma mère a failli défaillir de bonheur. Oh, Sophie, tu es une perle. Chloé, tu devrais prendre exemple, toi qui ne sais même pas faire cuire un œuf.
Sophie m'a alors gratifié de son sourire signature, un sourire doux mais qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. Mais avec plaisir, Hélène. Chloé et moi pourrions nous organiser une petite journée entre filles. Je pourrais lui montrer quelques bases en cuisine. Et peut-être qu'on pourrait jeter un œil à sa garde-robe? Le style parisien est si audacieux. Il faut oser. En une phrase, elle m'avait fait passer pour une incapable et une excentrique. Et elle l'avait fait avec une telle douceur que protester m'aurait fait passer pour une personne agressive et jalouse. C'était du grand art. Après leur mariage, l'influence de Sophie s'est étendue comme une marée noire. Elle a commencé par de petites choses. Les dîners du dimanche, qui étaient déjà une épreuve pour moi, sont devenus le Sophie Show. Ma mère ne décidait plus du menu sans la consulter. Mon père lui demandait son avis sur des questions financières. Lucas, lui, était complètement sous son charme, buvant ses paroles comme si elles étaient de l'eau bénite. Puis elle s'est attaquée à mon territoire, à mon histoire. Ma place à table, à la gauche de mon père, lui a été attribuée. Elle est la nouvelle maîtresse de maison après moi, Chloé, c'est une question de protocole, m'a expliqué ma mère. Ensuite, ce fut ma chambre. Un week-end, en arrivant de Paris, je l'ai trouvée complètement transformée. Mon lit d'adolescente avait été remplacé par un grand bureau moderne. Mes étagères de livres avaient disparu, remplacées par des classeurs. J'ai retrouvé mes affaires, mes souvenirs d'enfance, mes photos, mes trophées de débat, entassés dans des cartons poussiéreux au grenier. J'ai eu l'impression qu'on effaçait mon existence, méthodiquement. Sophie avait besoin d'un endroit calme pour travailler quand ils sont là, a justifié ma mère. Et puis, soyons honnêtes, ces bibelots prenaient la poussière. Il faut vivre avec son temps. L'incident qui a gravé ma haine pour elle dans le marbre s'est produit à Noël. J'avais passé des semaines à chercher un cadeau pour mon père, un vieillard maniaque d'une année qui comptait pour lui. Le soir du réveillon, la bouteille trônait sur la table basse. Sophie, en passant, a accidentellement heurté la table avec son sac, en voyant la bouteille s'écraser sur le carrelage dans un bruit de verre brisé. « Oh, mon Dieu! Quelle maladroite je suis !» s'est-elle écriée, la main devant la bouche, mais j'ai vu cette fraction de seconde de triomphe dans son regard. Ma mère s'est précipitée pour la consoler. « Ce n'est rien, ma chérie, ce n'est qu'un accident. » Chloé, vraiment, quelle idée de laisser une bouteille si précieuse à un endroit si passant. J'étais doublement punie, j'avais perdu mon cadeau et j'étais responsable de sa destruction. Si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous explosé et révélé sa manipulation au grand jour, au risque de passer pour la méchante jalouse? Ou auriez-vous encaissé en silence, comme je l'ai fait? Dites-moi dans les commentaires ce que votre cœur vous aurait dicté. Le pire, c'était de voir Lucas. Mon frère, mon allié d'enfance, était devenu sa marionnette. Un jour, au téléphone, il m'a dit, « Tu sais, Chloé, Sophie s'inquiète pour toi. Elle pense que tu te noies dans ton travail à Paris. Tu devrais peut-être penser à revenir à Lyon, à trouver un travail plus calme, à fonder une famille. » Il utilisait ces mots, ces inquiétudes feintes. Elle l'avait complètement retourné. J'ai tenté une dernière fois de parler à ma mère, de lui expliquer que je me sentais effacée, remplacée. Sa réponse a été une douche froide. « Chloé, arrête de te comporter en enfant gâté. Tu as choisi de partir. Tu ne peux pas t'attendre à ce que tout reste figé dans le temps pour toi. La vie continue. Lucas construit sa vie ici, avec une femme merveilleuse. Nous sommes heureux. Tu devrais essayer de l'être aussi, au lieu de nous critiquer constamment. » Ce jour-là, j'ai compris que j'avais perdu. J'ai battu en retraite. Pendant près de 2 ans, j'ai gardé mes distances, me protégeant derrière un mur de silence. Je pensais que c'était la seule solution pour survivre. Mais je n'avais pas compris que ce n'était qu'une trêve. La guerre n'était pas terminée. Elle n'avait même pas vraiment commencé. Pendant près de 2 ans, ma vie a trouvé un équilibre précaire. Paris était ma forteresse, mon travail mon armure, et mes amis mon nouveau clan. Les contacts avec Lyon se limitaient à l'essentiel, des SMS impersonnels pour les anniversaires, des vœux laconiques pour la nouvelle année, et mes appels hebdomadaires à papy, qui était ma seule bouée de sauvetage, mon seul lien avec la Chloé d'avant. Je m'étais convaincue que cette distance était saine,
qu'elle me protégeait. En réalité, je pensais mes plaies en solitaire, loin du champ de bataille. Puis, un mardi soir d'avril, alors que je rentrais d'une longue journée au bureau, mon téléphone a sonné. Le nom « Maman » s'est affiché, et mon estomac s'est instantanément noué. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis des semaines. J'ai laissé sonner, hésitant. Puis, me reprochant ma lâcheté, j'ai décroché. « Chloé, ma chérie, comment vas-tu ?» Sa voix était sirupeuse, anormalement enjouée. C'était le ton qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. « Je vais bien, maman. Beaucoup de travail. Et toi, et papa ? Oh, nous allons merveilleusement bien. Écoute, ma chérie, j'ai une excellente nouvelle. Nous organisons un grand dîner de famille ce samedi, et nous tenons absolument, à ce que tu sois là. » La demande était si soudaine, si incongrue. Ce samedi ? Mais maman, c'est dans 4 jours à peine. Je suis submergée de travail, je ne peux pas planter mon cabinet comme ça. Ne t'inquiète pas pour les détails, a-t-elle balayé. Nous te payons le billet de TGV en première classe, bien sûr. C'est vraiment très, très important que tu viennes, Chloé. Toute la famille sera réunie. Ce ne serait pas pareil sans toi. « Ce ne serait pas pareil sans toi » était une arme de manipulation massive qu'elle n'avait pas utilisée depuis des années. Mon radar interne hurlait au piège. Mais une autre partie de moi, une partie plus jeune, plus naïve, celle qui n'avait jamais cessé d'espérer, s'est mise à murmurer. Et si ? Et si c'était vrai ? Si mon absence avait finalement créé un manque ? Vous est-il déjà arrivé de ressentir cela ? Cette lueur d'espoir complètement irrationnelle qui refuse de s'éteindre, cette envie de croire que cette fois, les choses seront différentes, même si des années d'expérience vous prouvent le contraire ? Racontez-moi vos expériences dans les commentaires, ça me ferait du bien de savoir que je ne suis pas la seule à tomber dans ce panneau. Contre toute attente, j'ai entendu ma propre voix dire « D'accord, maman. Je vais m'arranger. » Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le noir pendant de longues minutes, le cœur battant. J'ai passé les 2 jours suivants dans un état de frénésie, réorganisant mon emploi du temps, suppliant mes collègues de me couvrir. J'ai même fait quelque chose que je ne faisais jamais, j'ai fait les boutiques. J'ai acheté une robe élégante, une pièce de créateur simple mais chic, dans une teinte de bleu nuit. Une robe irréprochable. Une armure. La veille de mon départ, papy m'a appelé. Sa voix chaude et familière a été comme un baume sur mes nerfs à vif. « Ma petite, alors comme ça tu descends pour le grand raout de demain. » « Oui, papy. » Apparemment, c'est un événement à ne pas manquer, même si je n'ai toujours aucune idée de ce qu'on fête. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. « Ta mère ne t'a rien dit de plus ? » « Non. Juste que c'est important. » Un autre silence, plus long cette fois. « Écoute-moi attentivement, Chloé. Je ne veux pas gâcher la surprise, mais je dois te demander quelque chose. Demain soir, quoi qu'il arrive, et je dis bien quoi qu'il arrive, même si tu es blessé, même si tu as envie de tout envoyer promener, promets-moi que tu ne partiras pas avant la fin. Reste jusqu'au dessert. Tu peux me le promettre ? Sa voix était si grave, si solennelle, qu'un frisson m'a parcouru. Papy, tu m'inquiètes. Qu'est-ce qui se passe ? N'aie pas peur, ma chérie. Fais juste confiance à ton vieux papy. Promets-moi. Je te le promets, ai-je soufflé, ma curiosité maintenant teintée d'une véritable angoisse. Le lendemain, dans le TGV qui filait vers Lyon, je regardais le paysage défiler sans le voir, l'avertissement de papy tournant en boucle dans ma tête. En arrivant devant la maison, ma mère m'a accueilli avec un grand sourire. Trop grand pour être honnête. C'est en entrant dans le salon que j'ai compris. Sophie était assise sur le canapé, rayonnante. Lucas était à ses côtés, le regard protecteur. Et la main de Sophie était posée sur son ventre, un geste qui ne laissait aucune place au doute. J'ai compris l'invitation, l'insistance, le secret. J'étais la dernière roue du carrosse, convoquée pour assister au couronnement de la nouvelle reine et de son héritier. La pièce de théâtre pouvait commencer. À table, la voix de ma mère a retenti à 19 heures précises, ponctuelle comme un verdict.
Nous nous sommes dirigés vers la grande salle à manger, celle réservée aux jours de fête et aux invités de marque. La nappe blanche était immaculée, la porcelaine de Limoges brillait, et les verres en cristal scintillaient à la lueur des bougies. C'était une mise en scène parfaite pour un drame qui s'annonçait. Mon corps, par un réflexe forgé par 20 ans d'habitude, s'est dirigé vers ma place, à la gauche de mon père. Mais en m'approchant, j'ai vu que Sophie était déjà en train de s'y installer, ajustant sa chaise avec un petit sourire satisfait. Elle a levé les yeux vers moi, feignant la surprise. « Oh, Chloé, excuse-moi, j'espère que ça ne te dérange pas. » Hélène a pensé que, avec ma condition, je serais plus à l'aise ici, moins à l'étroit. Elle a posé une main sur son ventre, le geste théâtral d'une future mère. Avant que je puisse réagir, ma mère est apparue, comme par magie, à mon côté. « Chloé, ne reste pas plantée là. Ta place est là-bas, au bout de la table, à côté de ton grand-père. » Le bout de la table. La place des enfants, des cousins éloignés. C'était une déclaration, une rétrogradation officielle au sein de la hiérarchie familiale. J'ai jeté un regard suppliant à mon père. Il était absorbé par l'ouverture d'une bouteille de vin, le visage fermé, refusant de croiser mon regard. J'ai senti la colère monter, chaude et amère, mais je l'ai ravalée. J'ai traversé la pièce, qui me semblait immense, sous le regard de tous, et je me suis assise à la place qu'on m'avait assignée. La main de papy a trouvé la mienne sous la table et l'a serrée fort. Ce contact silencieux m'a donné la force de ne pas m'effondrer. Le repas a commencé. Mon père a levé son verre. « Je lève mon verre à la famille », a-t-il proclamé, et au nouveau départ qui assure la pérennité de notre nom. Puis Lucas, le visage fendu d'un sourire béat, s'est levé. « Sophie et moi avons une merveilleuse nouvelle à vous annoncer. Nous allons être parents. » Les exclamations de joie ont fusé, parfaitement orchestrées. Ma mère a sorti un mouchoir en tissu pour éponger une larme inexistante. Un petit-fils. Je vais enfin être une vraie grand-mère. Ce qui a suivi a été une heure de torture psychologique. J'étais physiquement présente, mais totalement transparente. Ils ont parlé de la grossesse, des nausées matinales de Sophie, des projets pour la chambre du bébé. Ils ont débattu des mérites comparés des écoles privées catholiques de la région. Personne ne m'a adressé la parole. Personne ne m'a posé une seule question sur ma vie, mon travail, mon voyage. J'étais une figurante dans le film de leur bonheur. Le coup de grâce est venu de mon père. Après avoir discuté de la taille de la future chambre, il a posé ses couverts et a déclaré d'un ton solennel, « Ta mère et moi avons longuement réfléchi. Cette maison est grande, trop grande pour nous deux maintenant. Elle a été construite pour une famille qui s'agrandit. Il serait logique que vous veniez vous installer ici, toi et Sophie. » J'ai cru m'étouffer. Mais, et vous? Et papy, ai-je réussi à articuler? Mon père a eu un geste dédaigneux. Oh, nous trouverons un bel appartement en ville, plus pratique à notre âge. Quant à ton grand-père, on trouvera bien des arrangements convenables. Des arrangements convenables, ma voix est sortie plus forte que je ne le voulais. Papy vit dans sa maison depuis que grand-mère Élise est morte. C'est son foyer. Sophie a saisi la perche, sa voix suintant la fausse compassion. Chloé, chérie, ne sois pas si négative. Nous essayons de construire l'avenir, et tu sembles déterminée à gâcher ce moment. Franchement, avec une telle attitude, peut-être que tu serais plus à l'aise pour finir ton repas dans la cuisine? Le silence qui a suivi ces mots était glacial. J'ai regardé mon frère, suppliant du regard. Il a fixé son assiette, le visage torturé mais muet. Mon cœur s'est transformé en un bloc de glace. Ma mère s'est levée, le visage dur comme la pierre. C'est peut-être une excellente idée. Chloé, si tu ne peux pas te réjouir pour ton frère et être un soutien pour la famille en cette occasion si spéciale, tu devrais peut-être t'éclipser. Maman, ai-je tenté? Elle m'a foudroyé du regard. Non, c'est assez. Tu as choisi de partir il y a des années. Tu as abandonné cette famille. Tu n'as plus le droit de revenir ici et de juger nos décisions. Je suis partie parce que je n'ai jamais senti que j'avais ma place, ai-je crié, les larmes me montant enfin aux yeux. Son visage s'est fermé, ses lèvres se sont pincées jusqu'à former une ligne fine et cruelle. Et tu avais raison.
Tu n'as plus ta place ici, Chloé. Plus maintenant. Les mots de ma mère ont résonné dans le silence de la salle à manger. Tu n'as plus ta place ici. C'était une exécution. Froide, nette, sans appel. J'ai regardé autour de la table, une dernière fois. Le visage impassible de mon père. Le regard fuyant de mon frère. Le petit sourire triomphant de Sophie. Et les yeux de papy, où je n'ai vu ni pitié, ni tristesse, mais une étrange lueur de détermination, presque de colère. Lentement, comme dans un film au ralenti, j'ai plié ma serviette et l'ai posée à côté de mon assiette. Je me suis levée. Ma chaise a raclé le sol, un son strident qui a déchiré le silence. Dans ce cas, je vais aller faire ma valise. Je devrais pouvoir attraper le dernier TGV pour Paris. Pas un mot. Pas un geste pour me retenir. J'ai tourné les talons et j'ai quitté la pièce, la tête haute, en me concentrant sur chaque pas pour ne pas trébucher, pour ne pas leur donner la satisfaction de me voir tomber. Une fois dans la chambre d'amis, la façade s'est effondrée. Les larmes ont coulé, chaudes et silencieuses. J'ai ouvert ma valise et j'y ai jeté mes affaires en vrac, avec une rage froide. Chaque vêtement, chaque objet me rappelait la stupidité de mon espoir. La robe bleue, achetée pour les impressionner. Le livre pour papy, le foulard pour ma mère. Des offrandes à des dieux qui n'en avaient que faire. Alors que je luttais avec la fermeture éclair, on a frappé à la porte. J'ai ouvert, m'attendant à voir papy. Mais c'était Lucas. Il se tenait sur le seuil, mal à l'aise, se tordant les mains. Chloé, je suis désolée pour ce qui s'est passé. Vraiment, ma voix était un murmure cassé. Tu es désolée? Parce que de là où j'étais, j'ai surtout vu quelqu'un qui est resté assis sans rien dire pendant que sa femme m'envoyait manger à la cuisine et que sa mère me mettait à la porte de ma propre maison. Il a eu la décence de baisser les yeux. C'est plus compliqué que ça. Sophie est enceinte, elle est fragile. Maman et papa sont tellement heureux. Leur bonheur justifie donc leur cruauté, ai-je demandé. Il n'a pas répondu. Il voulait juste que ça s'arrête. Que je parte pour que la paix revienne. Au revoir, Lucas, ai-je dit en le contournant avec ma valise. Sois heureux. J'ai descendu l'escalier, déterminé à partir sans un regard en arrière. Mais en arrivant dans l'entrée, des éclats de voix venant de la salle à manger m'ont arrêté. C'était papy, et sa voix, d'habitude si douce, était un grondement de tonnerre. Élise aurait honte de vous. Honte de la façon dont vous avez traité sa petite fille. Papa, calme-toi, a tenté mon père. Chloé a fait son choix il y a bien longtemps. Le choix que vous lui avez imposé, a hurlé papy. Vous ne lui avez jamais pardonné d'être elle-même. Elle a abandonné cette famille, a crié ma mère. Elle n'a aucun droit de critiquer nos décisions. Des décisions concernant une maison qui n'est peut-être même pas la vôtre, a répliqué papy. Un silence a suivi cette phrase énigmatique. Mon taxi venait d'arriver, ses phares balayant l'allée. C'était maintenant ou jamais. J'ai posé la main sur la poignée de la porte. Chloé, attends. Ne pars pas. Papy était là, dans le couloir, s'appuyant sur sa canne. Reviens dans la salle à manger. Il est temps que la vérité soit dite. Il m'a pris le bras et m'a ramené dans la fosse aux lions. Ils étaient tous là, figés. Henri, Chloé partait, a dit ma mère d'un ton glacial. Non, a répondu papy d'une voix qui ne laissait place à aucune discussion. Chloé reste. Car ce que j'ai à dire la concerne au premier chef. Il est resté debout derrière moi, comme un rempart. Il a sorti de sa veste une vieille enveloppe jaunie. Avant de mourir, votre mère, ma chère Élise, a pris certaines dispositions testamentaires. Des dispositions qu'elle m'a demandé de ne révéler qu'au moment opportun. Après ce que je viens de voir et d'entendre ce soir, je crois que ce moment est arrivé. Il a ouvert l'enveloppe et en a sorti un document officiel, qu'il a déplié lentement sur la table. Comme vous le savez, pour des raisons fiscales, cette maison et le domaine appartenaient en nom propre à Élise. Et avant de mourir, elle a modifié son testament. Il a fait une pause, savourant l'effet de ses mots. Elle a légué l'intégralité de la propriété, la maison, les terres et les vignes, à sa seule et unique bénéficiaire, sa petite fille, Chloé.
La phrase de papy est tombée dans la pièce comme une pierre dans un lac gelé. Le silence qui a suivi était total, assourdissant. On aurait dit que le temps s'était arrêté. Puis, la glace s'est brisée en 1000 morceaux. C'est absurde, a explosé mon père, se levant si brusquement que sa chaise a failli basculer. Il a tenté de saisir le document, mais papy a posé sa main dessus. Il doit y avoir une erreur, ce n'est pas possible, a balbutié ma mère, son visage passant du rouge de la colère au blanc de la stupéfaction. Lucas était comme pétrifié, le regard vide. Seule Sophie a eu une réaction. Son visage s'est déformé en un rictus de haine pure. Moi-même, j'étais sonnée. Les mots de papy tournaient en boucle dans ma tête sans que j'arrive à en saisir le sens. Papy, qu'est-ce que tu racontes? Grand-mère m'a laissé la maison? Elle a toujours vu en toi sa digne héritière, ma petite, a dit papy en me regardant avec une infinie tendresse. Pas l'héritière du nom ou de l'argent, mais l'héritière de son esprit. Elle savait que tu étais forte, indépendante, comme elle. Elle craignait que cette famille, avec ses traditions rigides, ne finisse par te briser. C'est de la manipulation. Elle n'était plus en pleine possession de ses moyens, a crié mon père. Au contraire, Bernard, a répondu papy avec un calme olympien. Son esprit était plus clair que jamais. Ce testament est parfaitement légal, contresigné par 2 notaires et un avocat. La propriété a été transférée dans un trust le jour de sa mort, il y a 5 ans. J'en étais le fiduciaire, avec pour seule instruction de te révéler la vérité, Chloé, au moment que je jugerais le plus opportun. Il a marqué une pause et a balayé la table d'un regard sévère. Et entendre ma propre fille dire à ma petite-fille qu'elle n'est plus chez elle, dans la maison qui lui appartient de droit, m'a semblé être un moment particulièrement opportun. Le silence est retombé, lourd de tout ce qui n'avait pas été dit pendant des années. La dynamique du pouvoir venait de s'inverser de la manière la plus spectaculaire qui soit. J'étais passé du statut de paria à celui de propriétaire terrienne. J'ai besoin de prendre l'air, ai-je réussi à dire. Sur la terrasse, dans la fraîcheur de la nuit, papy m'a tout raconté. Il m'a parlé des longues conversations qu'il avait eues avec Élise avant sa mort. Elle avait vu la dérive de la famille, la préférence flagrante pour Lucas, la façon dont on me mettait de côté. Elle ne t'a pas laissé une maison, Chloé, m'a dit papy. Elle t'a laissé le choix. Le pouvoir de décider si cette famille méritait une seconde chance, selon tes propres termes. Le lendemain matin, l'ambiance au petit déjeuner était funèbre. J'ai attendu que tout le monde soit servi. Je pense que nous devons parler, ai-je commencé. Mon père m'a immédiatement coupé. Il n'y a rien à discuter. Nous allons contester ce testament. Ma mère a enchaîné sur un ton larmoyant. Chloé, ma chérie, tu ne peux pas nous faire ça. Ton frère va avoir un enfant, ils ont besoin de cette maison. C'est là que Sophie, qui avait dû passer la nuit à élaborer une stratégie, a joué sa carte maîtresse. Son téléphone a sonné. C'était Manon, notre cousine. Sophie a mis le haut-parleur. Sophie? J'ai reçu ton message. Je n'arrive pas à croire ce que Chloé a fait. C'est monstrueux de profiter de la maladie de sa grand-mère. Sophie m'a regardé avec un air de défi. Elle avait passé une partie de la nuit à appeler toute la famille pour répandre sa version des faits. J'ai pris une profonde inspiration. Assez. Je ne vendrai pas la maison, ai-je dit fermement. Un éclair de soulagement a traversé le visage de mes parents. Mais, ai-je ajouté, si vous voulez continuer à vivre ici, les choses vont changer radicalement. Il y aura de nouvelles règles. Des règles, a soufflé mon père, incrédule. Oui. Mes règles. Premièrement, le respect. Le respect pour moi, pour mes choix, pour ma vie. Fini les critiques, les piques, les humiliations. Deuxièmement, papy reste dans sa maison, point final. Troisièmement, cette maison est un foyer pour toute la famille. Et je fais partie de cette famille. Mes affaires ne retourneront pas au grenier. Et nous, a demandé Lucas, qui n'avait pas dit un mot. Nos projets pour le bébé? C'est à ce moment-là, alors que je m'attendais à une nouvelle confrontation, que l'inattendu s'est produit. Lucas a levé la tête, et j'ai vu des larmes dans ses yeux. Chloé a raison, a-t-il dit d'une voix brisée. Il s'est tourné vers Sophie.
Elle a raison. La façon dont nous l'avons traité, dont je l'ai laissé être traité, est impardonnable. Il s'est levé, s'est approché de moi, et devant tout le monde, il a dit, « Je suis tellement désolé, Chloé. Pardonne-moi. » Les excuses de Lucas ont résonné dans la cuisine comme un coup de tonnerre. C'était la première fissure dans le mur de glace que ma famille avait érigée autour de moi. Sophie le regardait, bouche bée, le visage déformé par l'incrédulité et la trahison. Son pion le plus précieux venait de renverser l'échiquier. Sans un mot, elle s'est levée et a quitté la pièce, son silence plus éloquent que n'importe quel cri. Lucas l'a regardé partir, le visage ravagé par le conflit, puis il m'a regardé, moi, comme pour me demander la permission. J'ai simplement hoché la tête. Il l'a suivi. La bataille venait de se déplacer sur un autre terrain, le leur. Je me suis retrouvée seule avec mes parents et papy. L'arrogance avait quitté leur visage, laissant place à une sorte d'épuisement, de confusion. « Ce n'est pas comme ça que nous t'avons élevé », a murmuré ma mère, plus pour elle-même que pour moi. C'était sa dernière ligne de défense, le dernier reproche qu'elle pouvait me faire. « Peut-être que c'est justement ça, le problème », ai-je répondu, sans agressivité. « Peut-être que si vous m'aviez élevé pour être moi-même, et non pas la version de moi que vous souhaitiez, nous n'en serions pas arrivés à ce point. » Mon père, qui était resté silencieux, a passé une main lasse sur son visage. Il avait vieilli de 10 ans en une nuit. « Qu'est-ce que tu veux de nous, Chloé ?» Dis-le clairement. « L'argent ? La maison ? » Non, papa, ai-je dit, et ma voix s'est adoucie. Ce que je veux, c'est ce que j'ai toujours voulu. Ce que n'importe quel enfant veut de ses parents. Que vous me voyiez. Que vous m'acceptiez pour qui je suis, pas pour qui je devrais être. Que vous m'aimiez sans condition. C'est un moment terrifiant, n'est-ce pas? Le moment où l'on met son cœur à nu devant ceux qui l'ont le plus souvent piétiné. On se sent incroyablement vulnérable, mais aussi incroyablement libre. Je suis sûre que certains d'entre vous ont connu ce genre de confrontation. Continuez à regarder, car la réaction de mes parents a été le véritable tournant de cette histoire. Mon téléphone a vibré. C'était Manon, ma cousine. J'ai hésité, puis j'ai répondu en mettant le haut-parleur. « Chloé ? » C'est Manon. J'ai eu Lucas au téléphone. Il m'a tout raconté. La vraie version. Je suis tellement désolée. Je n'aurais jamais dû croire Sophie. Je me souviens de plein de petites choses maintenant, des petites piques, des regards. J'aurais dû comprendre. Si tu as besoin de quoi que ce soit, si tu as besoin d'un témoin, je suis là. Mes parents avaient tout entendu. Le témoignage de Manon, une personne extérieure mais membre de la famille, venait de pulvériser la dernière parcelle de leur déni. Ma mère a caché son visage dans ses mains, pour la première fois depuis que j'étais enfant, je l'ai vue pleurer. Pas des larmes de crocodile, mais de vrais sanglots, secs et douloureux. Mon père s'est approché d'elle et a posé une main sur son épaule. Il m'a regardé, et dans ses yeux, j'ai vu non pas de la colère, mais une profonde tristesse. « Nous avons fait des erreurs », a-t-il dit d'une voix rauque. Beaucoup d'erreurs. Ce n'étaient pas des excuses en bonne et due forme, pas encore. Mais c'était plus que ce que j'avais jamais obtenu. C'était la reconnaissance de ma souffrance. La fissure que Lucas avait ouverte venait de s'élargir, laissant passer un mince filet de lumière. Je ne savais pas si cette lumière suffirait à chasser toutes les ombres, mais pour la première fois, j'avais l'impression que la reconstruction était possible. La maison m'appartenait, mais peut-être, juste peut-être, pouvais-je aussi récupérer ma famille. La reconstruction d'une famille est un travail plus délicat que la restauration d'une vieille maison. Elle ne se fait pas avec des pierres et du mortier, mais avec de la patience, du pardon et beaucoup de conversations maladroites. L'année qui a suivi ce week-end cataclysmique a été une succession de petits pas, de progrès fragiles et de quelques retours en arrière. Mon père a été le plus surprenant. Cet homme de principe, si rigide, a commencé à faire un effort sincère pour comprendre mon monde. Nos appels téléphoniques hebdomadaires sont devenus de véritables échanges. Il me posait des questions sur mes dossiers, sur les subtilités du droit de l'environnement. Un jour, il m'a avoué, « J'ai lu des articles sur ton cabinet. C'est impressionnant ce que vous faites. Ta grand-mère Élise aurait été fière. » Venant de lui,
cette reconnaissance de ma carrière et cette référence à Élise valaient toutes les excuses du monde. Avec ma mère, ce fut plus compliqué. Elle était rongée par la culpabilité et la honte, et cela se traduisait parfois par une sorte de raideur, une difficulté à trouver le ton juste. Mais la naissance de son petit-fils, Henri, a été le catalyseur qui a tout changé. J'ai sauté dans le premier TGV quand Lucas m'a appelé. En arrivant à la maternité, j'ai trouvé ma mère assise près du berceau, contemplant le bébé avec une tendresse que je ne lui avais pas vue depuis des années. Quand elle m'a vue, elle n'a pas dit un mot, mais elle s'est levée et m'a laissé sa place. C'était sa façon de me dire, « Toi aussi, tu as ta place ici. » La plus grande surprise est venue de Sophie. Après une période de silence radio, où Lucas et elle ont visiblement traversé une crise, elle a refait surface. J'ai appris par Manon que Lucas lui avait posé un ultimatum, soit elle faisait un effort sincère pour s'intégrer à la famille, toute la famille, soit il remettrait leur avenir en question. Confrontée à la perspective de perdre son mari et sa position, Sophie a choisi la voie de la diplomatie. Sa transformation n'a pas été un miracle. Au début, c'était calculé. Elle était polie, prévenante, presque trop. Mais le temps, et surtout l'amour inconditionnel que je portais à son fils, ont commencé à éroder ses défenses. Je me souviens d'un après-midi où je gardais le petit Henri. Il pleurait, inconsolable. J'ai essayé de le bercer, de lui chanter des chansons. Rien n'y faisait. Finalement, je l'ai emmené dans la vieille véranda et je lui ai chanté une vieille berceuse que ma grand-mère Élise me chantait, une chanson que je pensais avoir oubliée. Le bébé s'est calmé instantanément. Sophie, qui était sur le seuil de la porte, m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage, un mélange de surprise et de respect. « C'est incroyable », a-t-elle murmuré. « Il ne se calme jamais comme ça, même avec moi. » Ce jour-là, elle n'a pas vu en moi une rivale, mais une alliée. Une tante. Un membre de la famille. Lucas, lui, était métamorphosé. Libéré de l'influence de Sophie et de la pression de nos parents, il est redevenu le petit frère complice de mon enfance. Nous avons passé des heures à nous promener dans les vignes, à parler de tout et de rien, à rattraper le temps perdu. Il m'a avoué à quel point il s'était senti piégé entre sa loyauté envers moi et son désir de plaire à nos parents et à sa femme. « Je n'ai aucune excuse », m'a-t-il dit. J'ai été un lâche. Mais je te promets, Chloé, que je ne te laisserai plus jamais tomber. J'ai commencé à passer un week-end sur 2 à Lyon. La maison était devenue un lieu de paix. J'ai fait quelques changements. J'ai transformé le bureau de Sophie en une chambre d'amis chaleureuse, où mes amis parisiens étaient les bienvenus. Dans le salon, à côté du portrait officiel de mon arrière-grand-père, j'ai accroché une grande photo en noir et blanc de grand-mère Élise, riant aux éclats. Ma mère a protesté au début, trouvant la photo trop informelle. Mais papy a tranché, elle est parfaite. Elle ramène enfin un peu de vie dans cette pièce. La vigne, qui avait été négligée, reprenait vie sous les soins de papy et de Lucas. Et avec elle, notre famille semblait aussi refleurir. Nous étions encore fragiles, comme de jeunes pousses, mais pour la première fois, nous grandissions tous dans la même direction. Le jour du 83e anniversaire de papy, 1 an et demi après le fameux dîner, la maison était remplie de rire. La grande table de la salle à manger, autrefois scène de mon humiliation, était dressée pour une fête. Mais cette fois, l'atmosphère était différente. Elle était légère, joyeuse, authentique. Le petit Henri, qui commençait à marcher, trottinait de l'un à l'autre, distribuant des sourires et des morceaux de gâteau écrasés. Je regardais la scène depuis la cuisine, où j'aidais Sophie à préparer le café. Nous travaillions côte à côte dans un silence confortable, une routine que nous avions développée. « Tu sais », m'a-t-elle dit soudainement, sans me regarder, « je suis désolée. » Pour tout. C'était la première fois qu'elle le disait si clairement. « Je sais », ai-je simplement répondu. Et c'était vrai. Je le savais. Plus tard, alors que la fête battait son plein, papy m'a attiré sur la terrasse. Le soleil de fin d'après-midi dorait les vignes. « J'ai quelque chose pour toi », m'a-t-il dit, le regard pétillant. Il a sorti de sa poche une dernière enveloppe, encore plus jaunie et fragile que la précédente. Une autre lettre de ta grand-mère. La toute dernière. Elle m'avait demandé de te la donner quand je sentirais que la paix était revenue.
Mon cœur s'est mis à battre plus fort. J'ai ouvert l'enveloppe avec un soin infini. L'écriture d'Élise, élégante et pleine de caractère, dansait sur la page. Ma très chère Chloé. Si tu lis ces mots, cela signifie que le plus dur est passé. Cela signifie que les graines que j'ai plantées ont commencé à germer. Je t'ai laissé cette maison, non pas comme un cadeau, mais comme un outil. Un levier pour te permettre de retrouver ta juste place. J'espère que tu as compris maintenant que le véritable héritage que je voulais te transmettre n'est pas fait de pierre ou de terre. Le plus grand héritage que je puisse te laisser, ma chérie, n'est pas cette maison, mais la certitude que tu es digne d'amour et de respect, exactement tel que tu es. C'est la connaissance que ta voix compte, que tes choix sont valables, et que ta force ne réside pas dans ta capacité à te conformer, mais dans ton courage à être différente. Utilise ce don, non pas pour dominer, mais pour rassembler. Utilise cette maison, non pas comme une forteresse, mais comme un port ouvert. Construis la famille que tu mérites, une famille basée non pas sur les obligations et les apparences, mais sur le respect mutuel et l'amour inconditionnel. Que cette famille soit liée par le sang ou par le cœur, peu importe. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. Ta grand-mère, Élise. J'ai replié la lettre, les larmes brouillant ma vue. J'ai regardé à travers la baie vitrée. Je voyais mon père faire le pitre pour faire rire son petit-fils. Je voyais ma mère discuter avec Sophie, un vrai sourire aux lèvres. Je voyais Lucas me faire un clin d'œil complice. Papy a posé sa main sur mon épaule. Elle serait fière de toi, a-t-il murmuré. Au moment de mon départ, ce soir-là, ma mère m'a serré dans ses bras. Une étreinte forte, sincère. Tu nous manques quand tu n'es pas là, m'a-t-elle dit à l'oreille. Ces quelques mots ont guéri des années de blessures. Aujourd'hui, je partage ma vie entre Paris et Lyon. La maison n'est plus un lieu de conflit, mais un point de ralliement. Ma grand-mère m'a appris que le véritable chez-soi n'est pas un lieu où l'on est simplement accepté, mais un lieu où l'on a le courage et la liberté d'être pleinement soi-même. Parfois, cela signifie qu'il faut se battre pour revendiquer l'espace qui nous revient de droit, non pas pour exclure les autres, mais pour enfin pouvoir les inviter à y entrer, selon nos propres termes. Avez-vous déjà dû vous battre pour trouver votre place, que ce soit au sein de votre famille ou ailleurs? Avez-vous déjà dû redéfinir les règles pour vous sentir enfin chez vous? Partagez vos histoires et vos réflexions dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Et si vous pensez que quelqu'un dans votre entourage a besoin d'entendre ce message, partagez cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Et rappelez-vous, votre place dans ce monde n'est pas quelque chose que l'on vous donne. C'est quelque chose que vous créez.